présentation des travaux sur la justice qui a été réalisée par l'Association des juristes depuis un moment. Et ensuite, avant cela, nous allons donner la parole au président fondateur de l'AJIA, le président Benoît Ngom, qui est ici à notre droite. Je salue avec respect la présence du ministre Habib Sy, qui a eu l'amabilité aussi de venir nous parler du programme de son candidat. Voilà, je vais vous faire rapidement une petite présentation de l'Association des juristes africains parce que elle ne date pas d'aujourd'hui, elle est née il y a une quarantaine d'années en France. Oui, AJIA. Cette association regroupe des citoyens des différents pays africains. Cette association s'est mobilisée pour la défense et la promotion des droits de l'homme dans les années 80. Cette association a participé à la réalisation des premières conférences nationales, notamment la conférence nationale du Bénin, qui est à l'origine du grand mouvement démocratique en Afrique. Nos membres ont beaucoup contribué à la réussite de cette conférence nationale. L'Association des juristes africains a aussi participé à l'observation et à la parfaite organisation des premières élections démocratiques en Afrique, en commençant par les élections en Namibie, juste après l'indépendance, et aussi les élections aux îles du Cap-Vert, qui ont connu la première alternance. Notre association a travaillé aussi, s'est beaucoup mobilisée pour la libération des peuples d'Afrique du Sud, notamment dans sa lutte contre l'apartheid. Et notre association a organisé ici la première réunion entre les libéraux blancs d'Afrique du Sud et l'ANC, dirigée par Thabo Mbeki, qui va être le second président après Nelson Mandela. Je vais très rapidement vous donner ces résultats. Bon, je les déroule au fond de la salle, si vous pouvez aussi regarder les schémas que nous allons montrer tout à l'heure. D'abord, il y a 4 questions sur lesquelles vraiment nous devons entendre nos futurs présidents. C'est d'abord la question de l'accessibilité de la justice. Parce que la justice n'est pas toujours accessible aux citoyens normaux, lambda, qui habitent à Kolda, à Ziguinchor ou à Tambacounda. Parfois, ils font des kilomètres pour arriver au tribunal. Donc la question de l'accessibilité de la justice suppose aussi des moyens. Donc pour qu'une justice soit accessible, il faut également qu'il y ait des moyens, que l'État puisse consacrer un budget conséquent. Or, nous avons remarqué que dans le budget du ministère de la Justice, bon, il n'y a pas généralement trop de moyens. Et la plupart du temps, les acteurs affirment qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, pour effectuer correctement leur mission. Donc, sur ce plan-là, vraiment, nous attendons des réponses assez concrètes par rapport à cette justice qui est le parent pauvre de l'État. Deuxièmement, il y a la question de l'indépendance de la justice, qui est souvent secouée par l'Union des magistrats du Sénégal. D'ailleurs, le juge Téliko était invité, mais je pense qu'il a une autre invitation ailleurs, mais n'empêche. La question de l'indépendance de la justice est une question fondamentale. Aujourd'hui, même ceux qui sont au pouvoir ont intérêt à ce que demain la justice soit indépendante. Et nous sentons que sur la question de l'indépendance, il y a visiblement des problèmes.
Alors la plupart des acteurs interrogés par rapport à la question de l'indépendance disent qu'en réalité le juge est indépendant. D'après la loi, le juge est indépendant. C'est la Constitution qui dit que le juge n'a d'autorité que la loi. Mais la plupart des acteurs disent que en fait c'est la justice, le système qui n'est pas indépendant. Donc il faut distinguer l'indépendance du juge de l'indépendance de la justice. Donc si la justice n'est pas indépendante, c'est parce qu'il y a des problèmes. On parle du rôle du procureur, les instructions verbales plutôt qu'écrites, n'est-ce pas, le rôle du ministère de la Justice. Alors sur tous ces plans-là, je pense que nous attendons, hein, le peuple sénégalais, les Africains, tout le monde attend, c'est que quand même l'Afrique change par rapport à cette tendance à l'instrumentalisation de la justice. Ce qui pose la question de la confiance. Est-ce que les gens ont confiance en la justice? La question en général, elle est partagée. D'après les résultats de notre enquête, donc plus de 53% des personnes interrogées ont confiance en la justice. Alors, on a analysé pourquoi ils ont confiance en la justice, malgré tout le fait que les gens crient partout que la justice n'est pas indépendante, qu'elle est manipulée, etc. Alors, dans les réponses apportées par les usagers et les acteurs, on a vu qu'en réalité, le citoyen faisait confiance en la justice parce qu'il dit que le juge, il est bien formé, il passe son concours normalement, il a un haut niveau, donc c'est quelqu'un qui est compétent. Mesdames et messieurs, vous imaginez certainement les risques que je prends en représentant un éminent avocat qui est Maître Madi Kenya, notre candidat à l'élection présidentielle, pour parler de justice devant d'éminents professeurs de droit. Je souhaite pouvoir m'en tirer, mais ce n'est pas une tâche facile. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, je commencerai mon propos par l'introduction ou l'avertissement de votre ouvrage où vous dites textuellement que la justice est attaquée de toutes parts avec de fortes récriminations. Et tout à l'heure, l'éminent professeur Benoît Ngom a ajouté que la justice boite. Et tout le monde s'interroge aujourd'hui dans notre pays pour en savoir les causes. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais vous avez procédé à un diagnostic qui ne peut qu'être pertinent, avec certainement des propositions de solutions. Et vous demandez encore à mon candidat, Maître Madi Kenya, de répondre à un certain nombre d'interrogations pour que cette justice de notre pays puisse marcher correctement sur les deux pieds. Tout à l'heure, en vous écoutant, dans mon analyse, je me suis dit, mais en réalité, je pense que la justice est un pouvoir fragile. Fragile peut-être même que la justice est l'institution la plus fragile de toutes les institutions. Parce que quand on parle de pouvoir exécutif, c'est un pouvoir qui tire sa légitimité d'élection directe, populaire. Idem pour le pouvoir législatif. On dit bien sûr que la justice est rendue au nom du peuple. Mais c'est la seule institution qui n'est pas soumise à la sanction populaire.
Bien que de façon théorique, on dit que la justice tire son pouvoir du peuple. Quand un président de la République se présente à l'élection présidentielle, on l'élit, le peuple ne lui fait plus confiance, on le dégomme à la prochaine élection. Idem d'ailleurs pour les députés et autres. Mais la justice veut garder sa neutralité. Et comme, vous savez, les historiens ont répertorié essentiellement 3 sources de pouvoir. La première, c'est la glaive. Vous pouvez accéder au pouvoir par les armes. La deuxième source de pouvoir, c'est l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent qui vous donne la possibilité d'avoir le pouvoir. Et la troisième, c'est la parole. C'est-à-dire vous arrivez à convaincre par la parole. Or, la justice n'utilise aucune source de ces pouvoirs, de ces sources de pouvoir. Et même la parole, qui devrait être quand même un des éléments forts de la justice, on lui dit, vous devez être muette, vous ne parlez pas. Donc, à tout point de vue, c'est une institution qui traîne certains inconvénients, une fragilité. Mais il faut que, du fait de cette fragilité, et comme c'est systémique, on ne peut pas analyser la justice d'un pays ex nihilo, il faut qu'elle cherche refuge quelque part. Et dans nos pays qui n'ont pas encore un système démocratique huilé, où il n'y a pas de contre-pouvoir, la justice en souvent essaie de chercher refuge auprès de l'exécutif. Vous vous rappelez tout récemment, quand la justice est attaquée, c'est le président de la République, Macky Sall, lui-même, qui est monté sur ses chevaux pour défendre la justice. Je ne crois pas que dans un système démocratique, aux États-Unis ou ailleurs, que cela soit possible. Le simple fait de le faire, de le dire devant l'opinion publique, pose un point d'interrogation sur la possibilité d'instrumentalisation de cette institution qu'est la justice. Et c'est un problème, en plus de tous les constats qui ont été faits. Et les gens se posent la question de savoir quelles doivent être les solutions. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, que je représente le candidat Mady Kenya. Nous avons analysé, vous avez produit un livre, nous aussi nous avons un livre, c'est le projet de société du candidat Mady Kenya, où la question de la justice aussi est traitée. Alors, comme le disait Churchill, la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est ça que vous nous appelez, vous appelez les juristes. Et comme les autres pouvoirs dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'exécutif et le législatif semblent être puissants et forts, on dit même dans nos pays que le président de la République est un monarque élu. Président de la République, moom dootu ko jiite. dañ ne justice pouvoir la waaw est-ce que gis ngeen ñu nommé ministre de l'Assemblée nationale dañ naan ministre chargé des relations avec le Parlement, mais fii ñu ne ministre de la justice foofu dem nañ ko war a xoolaat waxuñu supprimer ministère de la justice, ça c'est un autre problème. Am na ñoo xam ne ñu ngi posé débat boobu. Je me rappelle mon maître à penser, Abdoulaye Wade, avant d'arriver au pouvoir, il disait qu'au début il supprimer le ministère de la justice. Mais risque bi mooy comme dëgëragut man nga am dañuy wax gouvernement des juges, maanaam juges yi dem ba am doole boo xam ne kenn mënu leen a contrôler ti ñoom leen nax ñu def. te comme suñu réew dafa xaw a fragile amuñu doole tellement il faut que ñu ay garantie pour loolu ñu mën koo ñu bañ koo mën a am. Monsieur le professeur Madior, et ceci d'autant plus que en tant que juriste
nous voyons les efforts qu'il développe pour que le Sénégal soit un État de droit. Et nous savons aussi que, parce qu'il est juriste et professeur, il est ouvert à la contestation de ses idées. Et que c'est sur cette base que nous essayons de faire avancer le Sénégal comme un État de droit. Parce que c'est un pays qui est très respecté au niveau international. Et nous pensons que nous sommes tous obligés de travailler à ce que cette opinion demeure au niveau international. Parce que c'est ça qui peut sauver notre stabilité sociale et consolider le développement économique de notre pays. Donc, en tant qu'association des juristes africains, ce que j'avais à dire au départ, je l'ai dit, le professeur connaît très bien l'association, et puisque nous coopérons depuis longtemps ensemble, et donc nous sommes heureux de l'accueillir pour qu'il parle effectivement du projet qu'il a pour le Sénégal dans le domaine du droit, que son candidat a pour le Sénégal, et comment il compte aussi faire évoluer les problèmes qui ont été posés par cette justice sénégalaise, dont je disais que quelque part elle boite. Il y a énormément de problèmes qu'on a constatés, mais je pense que ces problèmes-là, il les connaît et il essaiera d'apporter sa contribution. Donc, une fois de plus, je remercie le professeur Fall et je l'accueille fraternellement dans cette séance d'audition. Et sur ce, je passe la parole au professeur Ogosek pour qu'il continue cette animation de la manifestation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président fondateur. Merci, Monsieur le Ministre, professeur Ismaël Madior Fall, de nous avoir honoré de votre présence ici, devant les journalistes, mais aussi et surtout devant quelques représentants de la société civile. Et nous allons peut-être vous entendre tout à l'heure par rapport à des questions sur lesquelles l'association des juristes a déjà eu à se prononcer. Il s'agit de la question d'abord de l'accessibilité de la justice par rapport aux usagers, ce qui pose la question des moyens financiers quelque part, parce que on constate d'après les résultats de l'enquête qui a été menée il y a quelques années par rapport à l'accessibilité de la justice, l'on s'est rendu compte qu'en réalité il y a beaucoup de zones dans le Sénégal où non seulement il y a des problèmes de locaux, mais il y a aussi des problèmes de personnel judiciaire. Il y a des tribunaux où il y a un seul juge, par exemple. À Kolda, je ne sais pas si c'est correct ou pas. C'est la règle. Ouais. Tous les pays, il y a un seul juge. Voilà. Donc, bon, mais parfois, bon, s'il n'y a pas de procureur à côté, s'il n'y a pas d'avocat, il fait les trois. Bon, parfois c'est... Voilà. Mais le TI. Voilà. TI est là. Voilà. Donc, ce sont des problèmes sur lesquels peut-être vous allez peut-être nous éclairer tout à l'heure. Donc, le deuxième problème concerne la question de l'indépendance de la justice, qui est une question qui a été secouée par des organisations professionnelles du monde judiciaire, surtout l'UMS, qui devait être représenté ici d'ailleurs, mais le président s'en excuse pour des raisons de temps. Et il y a également la question des moyens financiers, c'est-à-dire par rapport au budget qui a été alloué. Nous, dans l'étude que nous avions faite en 2017, nous avions déjà quelques chiffres à la page 66 du livre concernant le budget du ministère de la Justice, avec un ratio très faible par rapport au budget national. Il me semble que nous avions noté à peu près 9, 10, 11 milliards. 42 milliards. Bon, parce que ce sont des chiffres, voilà, peut-être vous allez éclairer tout à l'heure. Voilà, par rapport à l'évolution de ces chiffres.
Mais on dit partout que le budget du ministère de la Justice, c'est un pourcentage très faible par rapport au budget de l'État, et la justice est en tout cas le parent pauvre de l'État dans ce domaine. Quels sont les efforts qui ont été faits par l'actuel régime et quelles sont les perspectives que vous comptez dégager par rapport aux moyens financiers pour justement assurer l'autre point, c'est-à-dire la modernisation de la justice. Donc sur la question de la modernisation de la justice, des problèmes ont été posés concernant la formation des magistrats, la formation continue des magistrats, parce que dans tous les domaines de la vie professionnelle, aujourd'hui, il y a des évolutions et il y a des nouveaux défis. Il y a le gaz et le pétrole, les nouvelles découvertes, avec tout un système de corruption parfois autour. Il y a également la question du terrorisme qui secoue toutes les régions d'Afrique. Heureusement que donc, le Sénégal est épargné. Il y a aussi la question de la cybercriminalité, la question de l'informatisation du système, mettre à jour le système judiciaire par rapport aux standards internationaux. C'est un point aussi sur lequel nous voulons insister, nous vous interpellons. Et il y a aussi la question justement des standards internationaux, la question de l'équité, de l'égalité devant la justice. Et dernier point, c'est peut-être la question de l'efficacité. Comment faire pour rendre la justice sénégalaise beaucoup plus efficiente? Parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'exécution des décisions de justice. Et la plupart des acteurs interrogés, aussi bien aussi que des usagers, disent qu'en fait, il y a des problèmes d'exécution. Surtout que le Sénégal est aujourd'hui un pôle d'investissement. Un investisseur qui vient au Sénégal, qui a du mal à rentrer dans ses fonds. Tout ça, par rapport au plan Sénégal émergent, ça peut poser des problèmes. Et les organisations internationales, les bailleurs de fonds, tout le monde attend le Sénégal par rapport à l'approfondissement, n'est-ce pas, au perfectionnement de ces institutions, à l'approfondissement de l'état de droit, et faire en sorte que les institutions de répression des délits publics concernant les détournements de deniers, avec des déperditions de quelques milliards, etc., tout ça constitue des pertes pour l'économie. Donc, en gros, monsieur le ministre, représentant le candidat, le président Macky Sall, nous vous interpellons par rapport à ces quelques points, en espérant qu'au bout de la réflexion, des échanges avec le public ici présent, et sur la base également de l'étude réalisée à travers ce modeste ouvrage et des recommandations qui ont été faites sous forme de rapport, qu'on puisse contribuer un temps soit peu à apporter une pierre comme contribution à l'édification d'une bonne justice et surtout à l'approfondissement de l'état de droit au Sénégal. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Maintenant, je vous passe la parole et nous attendons par rapport à ce point. Ok, voilà. Parfait. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur, chers collègues. Mais je voudrais avant tout adresser mes respectueuses salutations à notre doyen Benoît Ngom. Je souligne respectueuse parce que c'est l'un des auteurs, l'un des premiers auteurs que nous lisons lorsque nous faisons des études en droit. Ses écrits sur le pouvoir judiciaire, la Cour suprême du Sénégal, etc. Et donc c'est vraiment un agréable plaisir de me retrouver aujourd'hui à vos côtés et dans l'institution que vous avez fondée. Je voudrais bien qu'on vous reconnaisse d'ailleurs votre statut de fondateur illustre de l'AGIA, mais je ne sais pas si le terme président fondateur vous convient. Non, c'est le fondateur de quoi? Pas le président. Parce que président fondateur, ça rappelle autre chose. La Constitution de 1974 qui désignait Mobutu Sese Seko, président fondateur de la République du Zaïre. On n'a pas suffisamment de magistrats, mais ensuite, il y a que nos ressources humaines sont trop dispersées. Trop, 45. Il y a des TI, des TGI, donc il y a une cohabitation aujourd'hui de juridictions dont on considère qu'elle n'est pas rationnelle. Donc l'option fondamentale dans ce rapport, c'est de dire on va simplifier la carte judiciaire. Donc qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? On va avoir les TPI, tribunal de première instance. Voilà. Dans tous les départements, on aura un TPI. Maintenant, il y aura un TPI de hors classe, quand c'est dans les grandes villes,
TPI première classe dans les villes moyennes, TPI deuxième classe dans d'autres villes. Mais TPI, des juridictions qui auront les mêmes compétences. Et ensuite, vous ne pouvez pas... Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Un citoyen peut avoir un problème, il franchit le seuil d'une juridiction et dit je viens avec ma plainte. On lui dit oh non, 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 vous vous êtes trompé. C'est le TGI qui est à Thiès. Ici, c'est Mbour. S'il y a un TI, le TI n'est pas compétent. Allez-y à Thiès. Ça pose problème. On veut maintenant que le citoyen, quand il franchit le seuil d'une juridiction, la juridiction a une plénitude de compétences. Tribunal de première instance. Et ensuite, après le tribunal de première instance, c'est l'appel. Et on simplifie, parce qu'actuellement, on a 3 niveaux. TI, TPI, TGI, Cour d'appel, Cour suprême. Maintenant, on va simplifier. Il n'y aura plus de TI et de TGI. Il n'y aura que le TPI. On simplifie la carte. Et justement, on n'aura plus maintenant de juridiction où il va y avoir un seul magistrat. Parce qu'on va rationaliser les magistrats. Au lieu de les disperser comme ça. Et les TPI vont être plus forts. Le budget va être plus conséquent. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on donne un peu au TGI, on donne un peu au TI. Et si on rationalise, c'est le même budget qui va être là maintenant. Donc on va rationaliser, on va simplifier d'abord. Simplifier, rationaliser les ressources, mutualiser. Et ainsi, d'abord, le citoyen, la carte judiciaire va être simplifiée et le citoyen aura un accès plus facile à la justice. Donc, sur l'organisation judiciaire, voilà ce que le président Macky Sall va faire lors de son deuxième mandat. Simplifier la carte judiciaire. Et justement, dans cette simplification de la carte judiciaire, il est aussi engagé, le comité le dit, le comité donne 2 orientations pour la réforme de la CREI. Le comité dit garder la CREI en revoyant ses compétences ou alors supprimer la CREI et introduire les compétences de la CREI, c'est-à-dire la répression de l'enrichissement illicite, qui est un délit pertinent, mais l'introduire dans les juridictions ordinaires. C'est-à-dire que les tribunaux ordinaires connaissent du délit d'enrichissement illicite. Ou alors on garde la CREI et on renforce, on revoit ses compétences et on introduit ce qu'on considérait comme insuffisance. Ce que notamment ce que les juridictions internationales considèrent comme insuffisance. Parce qu'il n'est pas évident que ce soit une insuffisance. Moi, quand j'étais étudiant en première année de droit, j'avais une technique pour apprendre l'organisation judiciaire. Je disais, chaque fois qu'on dit cours au Sénégal, il n'y a pas d'appel. Toutes les juridictions appelées cours, il n'y a pas d'appel. C'était directement la cassation. C'était la technique que j'avais pour apprendre. CREI, il n'y a pas d'appel. Cour d'enrichissement, à l'époque, il y avait la Cour de répression de sûreté de l'État, pas d'appel. Cour des comptes, pas d'appel. Chaque fois qu'une juridiction s'appelle cour dans l'histoire du Sénégal, il n'y a pas d'appel. C'est directement la cassation. Donc ce n'est pas une bizarrerie, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire. Mais aujourd'hui, on peut intégrer les standards internationaux. Voilà, de juridiction, double degré de juridiction, etc. Voilà. Et puis, un des aspects fondamentaux aujourd'hui qui va être mis en œuvre par le président dans son deuxième mandat, et dans le cadre de la modernisation de la justice, c'est la dématérialisation des procédures. Ceci a commencé aujourd'hui au niveau du tribunal de commerce. Au niveau du tribunal de commerce, aujourd'hui, tout est dématérialisé. Les avocats n'ont plus besoin de se déplacer pour introduire leurs requêtes, pour consulter le rôle des juridictions. Ils n'ont plus besoin de se déplacer. Tout est à part de leur bureau, ils peuvent tout faire. C'est cette expérience qui existe au niveau du tribunal de commerce de Dakar qu'on veut étendre dans toutes les juridictions du Sénégal. Et que le citoyen, lorsqu'il a besoin d'un casier judiciaire, qu'il se déplace pas. Qu'il puisse accéder à un fichier central du casier judiciaire, imprimer son casier judiciaire. Donc, dématérialisation de la procédure. C'est pour ça d'ailleurs que la direction qui s'appelait direction de l'informatique, quand je suis arrivé, je l'ai appelée direction de la dématérialisation des procédures. Maintenant, la direction de l'informatique n'existe pas. Je leur ai dit, on ne vous demande pas de faire de l'informatique. On vous demande, dans un échéancier, 2, 3, 4, 5 ans, de réussir la dématérialisation totale du service public de la justice au Sénégal. C'est ça votre mission. Et c'est ça qu'ils vont faire. Et pour terminer, aujourd'hui, lorsqu'on a fait le bilan de la justice, on s'est rendu compte qu'il y a un succès éclatant qui existe au niveau de la justice, c'est les maisons de justice. Bon, mais les maisons de justice ne connaissent pas, ne jugent pas les hommes politiques, etc. Là aussi, on n'en parle pas. C'est les citoyens ordinaires. Voilà, les problèmes de ménage dans le couple, les problèmes dans le quartier, les problèmes entre pasteurs et agriculteurs. C'est ça le citoyen ordinaire aussi qui l'intéresse. Et aujourd'hui, on a vu que les maisons de justice, 80% des conflits qui sont tranchés au niveau des maisons de justice sont tranchés à la satisfaction des parties. 80%. Pourquoi? Parce qu'on privilégie la médiation, la conciliation. C'est ça qu'on privilégie. La réconciliation. Et le succès des maisons de justice est tel que nous envisageons, le président envisage d'avoir, lors de son second mandat, ce qu'on appelle les cases de justice. Parce que les maisons de justice, c'est toujours au niveau des communes. Maintenant, on va avoir des cases de justice dans le village.
Quand il y a un problème au niveau communautaire, au lieu d'aller la brigade de gendarmerie et puis qu'on aille au niveau de la ville, etc. Non, maintenant c'est au niveau du village qu'on va faire une case de justice. Où on va dupliquer ce qui se fait au niveau des maisons de justice. Chaque année, nous recevons maintenant des gens qui viennent de partout en Afrique pour visiter l'expérience sénégalaise de maisons de justice. Parce que les gens trouvent que ça nous réconcilie avec notre anthropologie. Voilà, parce que nous, c'est la palabre, quoi. C'est pas le procès au sens occidental du terme. Et les maisons de justice privilégient un peu ça. Donc voilà quelques aspects très généraux de ce qui est envisagé. Bon, la question que je voudrais poser est liée à la CRI. Parce que la CRI a été vraiment, je dirais, le caillou dans la chaussure de la démocratie sénégalaise et même dans, je dirais, dans la et a joué sur la perception nationale et internationale de la justice sénégalaise. C'est pour ça vous avez parlé des deux propositions que le rapport a soumises au président de la République. Bon, je voudrais savoir aujourd'hui quelle est la position du candidat Macky Sall par rapport à ces deux propositions. Qu'est-ce qu'il veut faire demain par rapport à la crise? Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, moi, avant que vous me confiez, je vais juste revenir sur deux petits points. C'est par rapport à la question budgétaire et par rapport à l'efficacité. Donc, pour la question budgétaire, bon, maintenant que le budget est assez important, il y a un problème qui se pose, c'est au niveau de la gestion même du budget par les cours et tribunaux. C'est-à-dire que dans notre enquête, nous avions effectivement remarqué que la plupart des acteurs interrogés se plaignaient parfois de l'absence d'indépendance financière. Parce qu'il y a l'autonomie, il y a l'indépendance. C'est-à-dire, si un magistrat en pleine séance, son climatiseur tombe en panne, et qu'il soit obligé d'aller appeler le DAGE du ministère, bon... Non, il n'appelle pas le DAGE, c'est le gestionnaire du tribunal. Voilà, le gestionnaire. C'est le gestionnaire du tribunal. Voilà, il faut nous préciser peut-être au niveau de ces procédures, il y a peut-être la question de l'autonomie ou de l'indépendance financière qui peut se poser par rapport à l'efficacité. C'est-à-dire s'il y a un besoin urgent dans un tribunal, il y a parfois des procédures interminables, il faut aller au budget, etc. Bon, tout ça, c'est l'État, on comprend. Mais qu'est-ce que vous envisagez finalement par rapport à cette autonomisation, justement parce que si on parle de pouvoir, bon, à l'Assemblée nationale, il y a un questeur. À l'université, il y a un ACP. Mais au niveau de l'agence du pouvoir judiciaire, il y a quelque chose qu'il faut régler peut-être à ce niveau dans le cadre de la modernisation. Dernier point, c'est par rapport à l'efficacité. Il y a un usager qui a été interrogé un jour qui disait que le problème de la justice au Sénégal, c'est la police. On le disait tout à l'heure lors de la précédente séance, il n'y a pas suffisamment de policiers parce qu'ils sont chargés aussi de l'exécution quelque part. Il n'y a pas assez de policiers. Bon, vous me direz que ce n'est pas votre compétence parce qu'il y a le ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que justement, votre mouvance entend faire pour pallier aux problèmes liés à l'efficacité, au nombre de policiers, parce que le ratio est très faible. Et ensuite, par rapport à ces problèmes d'insécurité, avec la multiplication des crimes et délits, l'absence de police scientifique, et vraiment ça pose vraiment un problème par rapport à la justice aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Ministre, ce que je voulais poser comme question. Maintenant, vous pouvez répondre. Merci. Et après, on va peut-être libérer parce que vous avez d'autres obligations. Merci. Bon, merci pour vos questions très précises. Oui. Mais bon, vous savez, les policiers, la particularité du Sénégal, c'est que les officiers de police judiciaire au Sénégal, c'est la police et la gendarmerie. Donc, en tant que ministre de la Justice, les officiers de police judiciaire, police gendarmerie, relèvent aussi du ministère de la Justice. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas la justice n'a pas de police. Il y a des pays où la justice a sa police pour faire les enquêtes. Et ces policiers ne relèvent que du ministère de la Justice. Mais ici, l'option qu'on a faite, c'est que c'est les commissariats de police, les commissaires de police et les commandants de brigade qui sont les officiers de police judiciaire. Et dans leur mission de police judiciaire, ils relèvent du ministère de la Justice. Par exemple, quand il y a des événements et qu'on arrête des Sénégalais... Pourtant, ils ne peuvent jamais les condamner. Ils ne peuvent jamais? Ils ne condamnent jamais les policiers.
Oui, mais il y a des cas de sanctions. Il y a des cas, par exemple, où des policiers ont obéi à la hiérarchie et non à la hiérarchie judiciaire et qu'ils ont été sanctionnés. Parce que dans leur mission de police judiciaire, ils ne relèvent pas de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Ils relèvent du ministère de la Justice. Et c'est pour ça d'ailleurs que les procureurs généraux font des inspections au niveau des commissariats de police et des brigades de gendarmerie. Donc juste sur cet aspect. Et quand ils font des enquêtes, par exemple, ils rendent compte à la hiérarchie judiciaire. Et c'est la hiérarchie judiciaire qui leur donne les instructions. Par exemple, libérer. Pour libérer, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Hein. Parfois, les gens croient que le ministre de l'Intérieur peut faire libérer quelqu'un. Non. Dès lors qu'on a pris un Sénégal, il ne peut plus. Pourquoi? Parce que ça dépend de la justice. Le ministre de l'Intérieur ne peut plus. Même quand on arrête des gens là, qui manifestent là, on les prend, on les amène au commissariat. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas les libérer. Ils ont dit non, il faut que le ministre de l'Intérieur demande qu'on les libère. Il ne peut pas. Même s'il veut les libérer, il ne peut pas. Parce qu'ils sont entre les mains de la justice. C'est la justice qui peut les libérer. J'ai eu souvent l'occasion de le rencontrer et dans des cadres où on a parlé de notre éminent savant Cheikh Anta Diop. Et je sais qu'il anime le parti qui porte le flambeau et idéologiquement, politiquement de ce grand homme qui, moi, personnellement, m'a beaucoup inspiré. Donc, je pense que c'est tout à fait heureux qu'il représente ici aussi quelqu'un qui veut apporter une contribution révolutionnaire, je dirais au sens de rupture et de modernisation de nos systèmes, d'un système politique qui est classique avec tout ce que ça comporte de positif et de négatif. En tout cas, moi, je pense que à ce niveau-là, vous êtes un digne porte-parole de Sonko. Et le candidat Sonko, nous l'entendons, nous sentons parfaitement ce qu'il veut faire, parce que nous, ayant aussi avec professeur Ogo et autres, quand on se lance dans ces actions de droits de l'homme, de démocratie, de respect de l'état de droit, c'est parce que on pense que tout ne doit pas être en l'état, tout ne doit pas être toujours sclérosé, quoi. Il faut bousculer des fois les choses. Donc c'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie vraiment d'être venu pour participer à cette manifestation dont le seul objectif est de permettre à la population sénégalaise d'avoir l'opinion des différents candidats sur la réforme sur la justice sénégalaise. Voilà. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur le président fondateur, monsieur le président tout court. Monsieur le fondateur. Monsieur le fondateur. Voilà, c'est ce qu'il a dit. D'accord, monsieur le fondateur. C'est le ministre de la Justice qui lui a dit qu'il ne faut pas le président fondateur renvoie à d'autres choses. C'est clair. C'est clair. D'accord, monsieur le représentant du candidat Ousmane Sonko. Alors, nous avons produit donc un ouvrage sur la modernisation de la justice. Nous avons participé aux travaux préparatoires de la modernisation de la justice avec l'État du Sénégal. Et nous avons également publié un livre sur la réforme des institutions au Sénégal. Donc pour dire que l'association des juristes est toujours attentive aux changements juridiques, aux questions liées à l'état de droit, à l'approfondissement de la démocratie et aux droits de l'homme dans nos pays africains en général et au Sénégal en particulier, puisque le Sénégal est le siège de l'association. Donc il y a, par rapport donc à la question de la justice, il y a des questions sur lesquelles vraiment nous aimerions vous entendre par rapport à votre programme politique et à ce que vous ambitionnez pour le Sénégal de demain. Parce que de notre point de vue, les problèmes du Sénégal ne sont pas que des problèmes économiques. L'essentiel des problèmes du Sénégal tourne surtout autour du droit, parce que c'est le droit qui encadre l'économie. Et on entend souvent votre mouvance parler des questions liées justement aux ressources pétrolières, à un certain nombre de problèmes financiers,
Et par rapport à l'étude que nous avons faite sur la justice, nous aimerions vraiment vous entendre par rapport à 2 ou 3 points. D'abord, par rapport à l'efficacité des institutions judiciaires. Parce que comme vous le savez, il y a une mise en place d'un certain nombre d'institutions comme l'OFNAC, la Cour des comptes, la CREI, et j'en passe, toutes ces institutions qui étaient là pour en fait lutter contre la mauvaise gouvernance. Et je sais que vous êtes assez préoccupé par ces questions-là, en raison de la position même de votre leader, en raison de son parcours, etc. Et nous aimerions vraiment vous entendre sur ce que vous entendez faire pour réformer l'OFNAC, la CREI, la Cour des comptes. Parce qu'apparemment, ce sont des institutions qui sont encore inefficaces. Et on l'a dit dans le livre. Il faut quand même qu'il y ait des réformes par rapport à cela. Donc, nous aimerions vous entendre par rapport à ce premier point. Deuxièmement, sur la question pétrolière et des ressources minières, la Constitution du Sénégal a dit que les ressources pétrolières appartiennent, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Or, nous avons vu que dans le dispositif juridique en place, en fait, c'est une loi qui dit que voilà, les ressources pétrolières sont gérées par l'État ou appartiennent à l'État. Donc il y a des contradictions entre ce que dit la Constitution et ce que dit la loi. Est-ce que vous avez, disons, étudié ces questions-là et qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à l'efficacité de la justice, les questions de sécurité, on en avait parlé tout à l'heure avec les anciens, les précédents candidats. La question de la sécurité des personnes et des biens, la question de la police, la question des moyens matériels et financiers qu'il faut accorder à la justice au-delà des élections. Donc, qu'est-ce que vous entendez, disons, allouer comme budget? Quelle est votre politique, disons, votre vision par rapport à la politique judiciaire du pays? Ensuite, dernière question, je vais taquiner un peu le candidat, puisque dans son livre intitulé Solutions, on parle beaucoup de système, alors l'analyse du système. Alors dans ce livre, nous avons aussi, à travers des enquêtes, prononcé ce terme-là, parce qu'il y a des acteurs qui étaient, disons, interrogés, et qui disaient que le juge, il est indépendant au Sénégal, parce que c'est la loi, la Constitution qui le dit. Mais la justice, le système judiciaire n'est pas indépendant. Alors qu'est-ce que vous envisagez de faire pour réformer justement le système judiciaire, parlant de système? Voilà un peu les points sur lesquels nous aimerions vous entendre dans un premier temps, en attendant qu'il y ait des questions annexes. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour les questions qui encadrent un petit peu l'intérêt de la présentation. Alors, la loi, puisqu'on est dans le domaine judiciaire, la loi, si belle soit-elle, ne vaut que par son application. Et cela commence avec la loi fondamentale. Si l'on regarde l'histoire constitutionnelle de notre pays, l'observation du professeur Kanté, éminent constitutionnaliste, soulignait un paradoxe. Il dit, sur pratiquement un demi-siècle d'histoire politique du Sénégal, la très grande stabilité institutionnelle va de pair avec une très grande instabilité constitutionnelle. 27 ou 37 révisions en un demi-siècle. Mais le paradoxe n'est qu'apparent. C'est parce que, de fait, et c'est un héritage direct du régime colonial, il y a une coupure, une césure, de type d'ailleurs schizophrénique, entre le pays légal et le pays réel, entre l'État et la société. Et c'est pour cela, et c'est à la lumière de ce fait, de cette tendance lourde de notre système,
qu'il faut analyser et réinterpréter l'ensemble du dispositif, aussi bien institutionnel que juridique. Quelques exemples concrets. Le système politique que nous subissons dans ce pays jusqu'à ce jour remonte au référendum constitutionnel de 1963. Après l'élimination de Mamadou Dia et de ses compagnons et l'installation de la toute-puissance du président Senghor à la tête du pays. Dans le préambule de cette constitution, les libertés publiques sont réaffirmées, à commencer évidemment par le droit. Alors, d'une manière générale, pour toutes ces institutions, qu'elles aient un caractère judiciaire comme la Cour des comptes ou non judiciaire, que ce soit des autorités administratives indépendantes, celles qui ne seront pas supprimées parce que sans objet, superfétatoire, elles devront être sorties du domaine réservé et intouchable du président de la République, à commencer par l'IGE. L'inspection générale d'État, statutairement, les rapports qu'elle remet lorsqu'elle est commise par son mandat, il a le droit de mettre le coude dessus à discrétion sans violer la loi. Il faut changer cette loi. Voilà, je crois que donc sur cette efficacité des institutions judiciaires, c'est la condition de leur efficacité réelle. Alors, pour les ressources minérales, alors là, c'est gros comme une baleine. On vient de voter un nouveau code pétrolier alors qu'on n'avait pas respecté les dispositions du précédent. Tout le monde sait, en tout cas l'ouvrage de Sonko sur gaz et pétrole l'a attesté de manière irréfutable, et un rapport de l'IGE précisément est venu le confirmer et l'étayer. C'est sur un faux rapport de présentation et un exposé des motifs fallacieux qu'on a fait valider la signature d'un contrat d'affectation, d'un CRPP, là, c'est le contrat de recherche et de partage de production, par l'actuel ministre de l'Intérieur, à qui on a confié nos élections. Il était ministre des Mines à l'époque, et il a été pris en flagrant délit de faux et usage de faux, hein, aussi bien d'ailleurs en écriture publique qu'en écriture privée, impuné. Mais c'est la bonne vieille méthode, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, voilà. On t'a pris, je mets le coude, mais alors tu obéis au doigt et à la baguette. Parce que de toute façon, si jamais je perds, tu me devasseras en prison, aurait-il dit. Selon les ragots des ménagères. Donc, notre ligne programmatique concernant les ressources minérales, c'est de procéder à un inventaire, à un audit complet de tous les contrats signés, y compris l'accord territorial du site offshore Tortue avec la Mauritanie. Et partout où il y aura spoliation, vol ou irrégularité, nous renégocierons ces contrats ou à défaut nous les abrogerons. L'idée étant que tant que nous n'avons pas les moyens de transformer nous-mêmes nos matières premières, et pas seulement minérales, toutes nos matières premières, agricoles, animales, minérales ou autres, sylvicoles, de les laisser en l'état en attendant de voir venir, un peu comme le président Sékou Touré a fait avec le scandale géologique qu'est la Guinée, et qui, 70 ans après l'indépendance de la Guinée, est un stock quasiment vierge jusqu'à ce jour. D'où la ruée des gens, des prédateurs
du monde entier. On parlait des Occidentaux, mais vous avez les Orientaux qui arrivent. Les Chinois, je ne sais pas s'ils valent mieux que les autres. Mais en tout cas, nous, tout ce qui est non-africain, nous les traitons de la même manière. Il n'y a que pour les compatriotes d'Afrique que nous envisageons des dérogations. Mais on est entre pairs, on est entre compatriotes, on est entre égaux. Ce n'est pas la relation de maître à esclave. Donc, l'État qui négocie seul, après avoir proclamé dans sa constitution, dans sa révision référendaire, que les ressources appartenaient au peuple, l'État va s'acquitter de son rôle d'audit et de renégociation. Et l'une des propositions qui est dans l'ouvrage de Sonko, c'est que finalement, mieux vaut laisser nos ressources là où elles sont, en attendant d'y voir plus clair. Plutôt que de faire comme un pays comme le Gabon, qui, en 50 ans d'exploitation intensive, est pratiquement devenu une caisse vide. C'est-à-dire que les puits s'épuisent les uns après les autres, et bientôt, le petit Gabon n'aura plus de pétrole. Mais il fait la même chose avec son bois, sans régénérer les forêts. Bientôt, il n'y aura plus de bois riche, de bois de bois de valeur. Voilà. Alors, la troisième question spécifique concerne la sécurité des personnes et des biens. Mais quand là, on parle de sécurité humaine. Mais la condition de cette sécurité humaine, c'est d'abord une défense nationale efficace. Quand vous voyez l'état de notre sous-région depuis l'assassinat de Kadhafi, assassinat dans lequel, même si c'est Sarkozy qui a donné l'ordre de l'achever et de ne pas le capturer vivant, et que c'est Obama qui a donné toute la logistique à l'aviation franco-britannique pour mener l'opération L'Harmattan contre l'État libyen souverain, le président Wade a une responsabilité cruelle dans l'assassinat de Kadhafi par le coup de poignard qu'a représenté la mission à Benghazi. Pour le compte des Français, sous escorte des chasseurs-bombardiers français et à l'initiative d'un certain Bernard-Henri Lévy, grand aventurier de notoriété publique, qui a accès à nos chefs d'État comme si c'était leurs copains. Ça veut tout dire.